en juin 1969, un avion de ligne Douglas DC-8, populaire au milieu du siècle dernier, a atterri à l'aéroport de Madrid. À bord se trouvaient environ 200 passagers, mais nous ne nous intéressons qu'à une seule personne qui ne s'était pas enregistrée pour le vol, n'avait pas enregistré de bagages et n'avait pas mangé une seule portion de cacahuètes pendant le vol. Son corps sans vie, allongé sur la piste en béton près du train d'atterrissage, a été découvert par le pilote de l'avion. À ce moment-là, les vêtements de cette personne étaient recouverts de glace et sa température corporelle était si basse qu'à de tels niveaux, on considère généralement que la personne est déjà morte. Cet incident a soulevé de nombreuses questions auprès des autorités espagnoles, principalement deux. Tout d'abord, le simple fait de survivre contredisait tout ce que la médecine connaissait. Les médecins de l'hôpital de Madrid n'ont pas pu expliquer clairement ce qui s'était passé. Ils ont avancé différentes versions et hypothèses, mais aucune ne fournissait de réponse précise. Ensuite, il fallait déterminer qui était cette personne, de quel pays elle venait et comment elle avait pu se retrouver sur la piste en Espagne, car elle ne figurait pas parmi les passagers dans la cabine. Il est rapidement apparu que cet épisode mystérieux datant de 50 ans cachait quelque chose de plus qu'un simple miracle scientifiquement inexplicable, bien que cela aurait suffi pour une histoire captivante. Au-delà de tout cela, cette histoire concerne un pays entier. C'est une histoire de courage et de désespoir. C'est l'histoire de la façon dont la liberté triomphe de la peur. Un instant après la découverte du corps congelé, le pilote a décidé qu'il s'agissait d'un cadavre. La personne semblait complètement raide. Il a appelé les médecins de garde qui ont transporté le passager immobile à l'intérieur du bâtiment de l'aéroport. Cela a été fait non pas pour lui porter secours, mais simplement pour attendre les spécialistes et envoyer le corps à la morgue. Et c'est à ce moment-là que le jeune homme, considéré comme désespérément mort, a à peine bougé les lèvres, prononçant quelque chose d'inintelligible. Plus tard, le blessé se souviendra de ce moment. Selon ses dires, tout autour de lui était flou et en mouvement. Non seulement les gens qui couraient autour, mais même les murs, les fenêtres et le plafond. Les médecins, surpris, ont d'urgence transporté le rescapé à l'hôpital. Et déjà quelques jours plus tard, il jouait tranquillement aux cartes avec les policiers qui l'accompagnaient. Il s'est avéré que le rescapé s'appelle Armando Ramirez. La police a rapidement établi que le jeune homme avait 17 ans et qu'il était citoyen cubain. Il était arrivé à Madrid en se cachant dans le compartiment du train d'atterrissage de l'avion. Un acte que ni la police, ni même les médecins n'ont pu expliquer au départ. La question principale restait ouverte. Comment Armando avait-il pu survivre? Selon toutes les connaissances scientifiques, il aurait dû mourir. Le vol sur un avion de ligne avait depuis longtemps cessé d'être un miracle. C'est un processus complexe, technologique, mais tout à fait ordinaire. On décolle, on regarde un film, on dort, on va aux toilettes, on grignote un sandwich peu appétissant et on atterrit à des milliers de kilomètres du point de départ. Facile, mais si, pendant un vol confortable, un passager peut admirer les nuages par la fenêtre, de l'autre côté du hublot, il reste des traces nettes de givre. À ce moment-là, l'avion se trouve à environ 10 km au-dessus du sol, où la température extérieure est d'environ 50 degrés et où l'oxygène dans l'air est pratiquement inexistant. Pour les personnes dans la cabine, ce n'est pas un problème. Des systèmes complexes maintiennent une température normale et un niveau d'oxygène à l'intérieur. En revanche, dans le compartiment du train d'atterrissage,
où notre héros a vraisemblablement voyagé, rien de tout cela n'existe. Que ressent une personne qui s'est glissée dans le compartiment du train d'atterrissage, environ 20 à 30 minutes après le décollage? L'avion atteint cette altitude d'environ 10 km. À ce moment-là, le train d'atterrissage a eu le temps de se réchauffer lors de son roulage au sol. Donc, la température à l'intérieur du compartiment sera d'abord non pas de 50, mais un peu plus chaude, environ 35 degrés Celsius. C'est plus agréable, mais néanmoins insuffisant pour survivre. La température corporelle, sans aucune protection, commencera à chuter rapidement en dessous du niveau où le corps peut fonctionner. La pression à une altitude de 10 km est 4 fois plus basse que celle au sol, ce qui réduit également considérablement la quantité d'oxygène dans l'air raréfié. Les poumons de la personne, assise dans le train d'atterrissage, ne reçoivent pas suffisamment d'air. Le sang ne reçoit pas assez d'oxygène, et ses organes en souffrent, ce qui conduit inévitablement à un arrêt cardiaque ou à la mort cérébrale. Je pense que la logique est claire. L'oxygène est vital, et survivre dans un compartiment de train d'atterrissage qui n'est pas conçu pour les humains est impossible. De plus, il y a un autre point important. Pour être confronté à tous ces facteurs létaux, une personne doit d'abord ne pas tomber du compartiment au décollage avant que les volets du train d'atterrissage ne se ferment, et ne pas être écrasé par ces énormes roues d'un diamètre supérieur à 1 mètre et pesant plus de 100 kg chacune. En résumé, si vous en avez la possibilité, il vaut mieux acheter un billet et voyager en cabine. Mais lorsque cette possibilité n'existe pas, et que le désir de quitter le pays est si intense qu'il surpasse la peur de la mort, c'est ce désir qui pousse une personne à franchir les limites du possible. Ce jour de juin 1969, à l'aéroport de Madrid, on n'a trouvé qu'un seul corps congelé. Cependant, il aurait dû y en avoir 2 à l'origine. Pour comprendre comment cela a pu se produire, revenons un peu en arrière dans l'histoire. Aéroport international de La Havane, Cuba. Un mois avant la fuite, 2 adolescents ont commencé à s'y rendre régulièrement. Armando Ramirez avait 17 ans et son ami José en avait un de moins. Tous deux étaient déterminés à fuir leur pays qui, à ce moment-là, s'était définitivement transformé en dictature de Fidel Castro. Les amis ont rapidement remarqué que chaque avion à l'aéroport suivait le même scénario. Il roule lentement jusqu'à la piste de décollage, s'arrête brièvement, puis accélère brusquement et finit par s'élever dans les airs. La courte pause avant le décollage est précisément le moment où l'on peut réussir à se glisser dans le compartiment du train d'atterrissage. Les garçons savaient peu de choses sur la pression et la température en altitude, mais comprenaient clairement le prix de l'échec. Si tu ne parviens pas à sauter, tu seras écrasé par les énormes roues. Tu resteras en vie, mais si tu es attrapé par la sécurité, ce seront des années de prison et la marque de traître de verre. C'est ainsi qu'à Cuba, on désignait avec mépris ceux qui tentaient de fuir le pays. Les amis se sont préparés à la fuite autant que possible. Ils ont choisi un vol approprié, la Havane-Madrid, l'un des rares à desservir un pays peu amical envers Cuba. S'ils avaient pris un vol pour Moscou ou Prague, ils auraient été immédiatement renvoyés, avec des années de prison à la clé et la honte d'être considérés comme des vers traîtres. Le 3 juin 1969, Armando et José ont enfilé des chaussures à semelles en caoutchouc antidérapante, se sont munis de morceaux de coton pour leurs oreilles et ont pris une corde pour se lier à l'intérieur du compartiment. Lorsque l'avion tant attendu a roulé sur la piste de décollage,
Ils se sont précipités à travers la barrière de l'aéroport. Armando a réussi à se glisser dans le compartiment droit du train d'atterrissage. Son ami devait entrer dans le compartiment gauche. Armando ne savait pas si son ami avait réussi ou non. L'avion a tremblé et a commencé à accélérer. Installé dans cet espace exigu, Armando s'est préparé au décollage. À ce moment-là, le jeune homme a soudainement ressenti la pression des roues brûlantes qui commençaient à le comprimer. Le pilote, bien sûr, n'avait même pas idée de ce qui se passait dans l'un des compartiments du train d'atterrissage. Il a seulement remarqué qu'il n'arrivait pas à rétracter le train d'atterrissage après le décollage. Le commandant de bord a décidé de tenter une nouvelle fois de rétracter le train d'atterrissage avant de revenir en urgence à l'aéroport. Pendant ce temps, Armando s'est enfoncé plus profondément dans l'espace libre du compartiment et s'est figé en attendant. Lors de la deuxième tentative, le train d'atterrissage a finalement réussi à se fermer. Un sentiment d'euphorie a envahi le fugitif. Armando ne savait pas encore ce qui l'attendait. Il ne savait pas non plus que son compagnon n'avait pas réussi à monter dans l'avion. Son ami avait été attrapé par la sécurité de l'aéroport, remis à la police, et il passerait les années suivantes en prison. Ainsi a commencé l'histoire d'Armando Ramirez. Cependant, il reste encore flou comment il a réussi à survivre dans des conditions incompatibles avec la vie et comment tout cela s'est finalement terminé. Pour comprendre pleinement cette histoire, il vaut la peine de s'arrêter un instant et de considérer son contexte. Cuba est un pays où tout le pouvoir est concentré entre les mains d'une seule personne. Un pays où il n'existe aucun média indépendant, à l'exception de la propagande d'État. Un pays où ceux qui s'opposent au pouvoir sont jetés en prison. Un pays où une grande partie de la population vit dans la pauvreté et sans droit. Il s'agit précisément de Cuba. Au départ, Fidel Castro se présentait comme un révolutionnaire romantique, un personnage coloré avec une épaisse barbe, un cigare emblématique et des slogans enflammés. En 1959, il a renversé le dictateur cubain Fulgencio Batista, soutenu par les États-Unis, avec ses camarades, parmi lesquels se trouvait Che Guevara. Fidel promettait liberté, réforme, industrialisation et prospérité. Il était soutenu non seulement par des millions de Cubains, mais aussi par de nombreux intellectuels occidentaux, comme Ernest Hemingway et Bob Dylan. Cependant, les bonnes intentions se sont rapidement heurtées à la réalité. Une hostilité avec l'Amérique a commencé, suivie d'une amitié avec l'Union soviétique, et le crise des Caraïbes a éclaté. Quelques années après l'arrivée de Castro au pouvoir, Cuba a connu des pénuries alimentaires, puis des répressions politiques massives et une nationalisation totale. À la fin des années 60, le pays était devenu une dictature à part entière, cette fois-ci communiste, avec Fidel à sa tête. C'est dans un état à peu près similaire que Cuba a vécu pendant les 60 dernières années, jusqu'à nos jours, à l'exception du fait qu'à partir des années 90, l'économie du pays est devenue encore plus fragile. L'effondrement de l'Union soviétique a signifié, pour la Havane, la perte de son principal allié et partenaire commercial, ce qui a rendu la vie des Cubains très difficile. Les habitants de Cuba, qui ne partageaient pas les opinions politiques de Fidel, avaient deux choix, fuir ou se résigner. Beaucoup préféraient la seconde option, percevant Castro comme un mal désagréable, mais presque comme une catastrophe naturelle. Que pouvait-on y faire? Pendant la majeure partie de la seconde moitié du XXe siècle, quitter l'île légalement était presque impossible. Ce n'est que quelques fois, en 60 ans, que Castro a décidé de relâcher la pression, du mécontentement
et a permis à tous les dissidents de quitter le pays. Si ça ne vous plaît pas, partez. À chaque fois, des centaines de milliers de personnes en ont profité. La population de Cuba est d'environ 10 millions. Mais même pendant ces courtes périodes où l'émigration était autorisée, tous ceux qui le souhaitaient ne parvenaient pas à embarquer sur un avion ou un bateau. Comment pouvait-on encore fuir cette île située dans la mer des Caraïbes, si proche des côtes américaines? L'une des options était de le faire sur un radeau, et pas simplement un petit radeau, mais fabriqué de ses propres mains. De nombreux Cubains construisaient littéralement des radeaux à partir de matériaux de récupération. La tâche était compliquée par une pénurie totale. Se procurer tout le nécessaire pour le bateau était difficile et dangereux. On pouvait être soupçonné d'avoir l'intention de fuir et dénoncer aux autorités. Mais si cette étape du parcours était réussie et que personne n'avait vent de vos plans, il était alors possible de prendre le large. Le trajet entre les côtes de Cuba et Miami ne peut en aucun cas être qualifié d'aventure passionnante. Il a toujours été rude et souvent tragique. Sur la carte, la distance semble courte, mais en réalité, il s'agit d'environ 160 km d'eau, plein de dangers. Pour que vous compreniez l'ampleur, au cours des 50 dernières années, près de 100 000 personnes ont perdu la vie dans ces eaux. Ce chiffre parle éloquemment, à la fois du désespoir de ceux qui souhaitaient fuir et de la difficulté de cette épreuve. Ainsi, le premier obstacle que devaient surmonter les balseros, ainsi étaient appelés les fugitifs sur des radeaux faits maison, était la garde côtière cubaine. Elle contrôle environ 20 km de mer depuis la côte. Au-delà commencent les eaux internationales et les principales menaces. Des vagues de plusieurs mètres qui retournent les embarcations. Des requins, attaquant souvent des personnes dans des petites barques. La chaleur diurne suivie d'une fraîcheur nocturne, ce qui expose au risque de déshydratation ou d'hypothermie. Enfin, il y avait la garde côtière américaine. Les Américains, en interceptant les fugitifs en mer, les ramenaient effectivement aux États-Unis, mais seulement pour ensuite les déporter. Les États-Unis n'accueillaient pas très volontiers les réfugiés de l'île de la Liberté. Au début des années 60, l'asile était accordé à presque tous les Cubains, y compris ceux arrivés par bateau. Mais par la suite, une règle de pied mouillé, pied sec, a été instaurée pendant plusieurs décennies. L'essence de cette règle était que si, avec votre petite barque faite maison et quelques camarades, vous parveniez à ne pas couler, à ne pas être mangé par des requins, à ne pas mourir de soif et finalement à atteindre le rivage des États-Unis, littéralement la terre ferme, alors bienvenue aux États-Unis. En revanche, si la garde côtière américaine vous interpellait encore dans l'eau, il y avait de fortes chances que vous soyez déporté. De nombreux Cubains qui prenaient le risque de fuir à la nage ne parvenaient même pas à atteindre la garde côtière américaine. Ils étaient soit interceptés par leurs compatriotes, soit périssaient en chemin. Ce mode d'évasion sur un radeau fait maison est devenu largement répandu vers la fin des années 90. En revanche, à la fin des années 60, lorsqu'Armando Ramirez a envisagé de s'envoler en se cachant dans le train d'atterrissage d'un avion, une telle option ne lui venait pratiquement pas à l'esprit. D'une part, se procurer des pièces détachées, y compris un moteur pour le bateau, était presque irréalisable. D'autre part, c'était une période courte où des vols spéciaux étaient organisés pour évacuer tous les dissidents vers les États-Unis. En quelques années, environ 200 000 personnes ont pu être évacuées de cette manière, bien que le nombre de personnes désireuses de partir ait été 4 fois plus élevé. 2 adolescents cubains ordinaires comprenaient que leur tour
ne viendrait probablement jamais. Ils ont donc décidé de prendre leur destin en main. Nous savons déjà ce qu'il est advenu de l'ami d'Armando Ramirez. Mais que se passait-il avec lui-même lorsque les portes du train d'atterrissage se sont enfin refermées et que l'avion a commencé à monter rapidement en altitude, celle à laquelle un être humain ne peut survivre sans technologie spéciale? Juste après le décollage, Armando ressentit une euphorie. Cependant, ce sentiment fut rapidement étouffé par le rugissement assourdissant des moteurs et le froid qui pénétrait de plus en plus son corps. L'adolescent n'avait pas eu le temps de se fixer avec une corde après la fermeture du train d'atterrissage. L'espace était si exigu qu'il pouvait à peine bouger. La seule chose qu'il réussit à faire fut de s'accrocher avec sa jambe. Et c'est précisément cela qui l'empêcha de tomber à l'extérieur lorsque l'avion se souleva du sol. Les boules de coton dans les oreilles ne protégeaient pas du rugissement des moteurs, mais le principal problème devint rapidement le froid glacial. Pendant un court laps de temps, alors que le train d'atterrissage conservait encore un peu de chaleur, juste après le décollage, la température dans le compartiment était encore relativement supportable. Cependant, les roues refroidissaient progressivement. Il est peu probable qu'Armando se soit imaginé la longueur du vol qui l'attendait. Le trajet de la Havane à Madrid dure presque 10 heures, et la majeure partie de ce temps, l'avion vole à une altitude élevée. Armando avait froid et commençait peu à peu à perdre connaissance des images de son père et de leur pauvre petit appartement à la périphérie de la capitale cubaine surgissaient dans son esprit. Il se souvenait de son ami José, qu'il avait rencontré lors d'un match de baseball. Il pensait à la façon dont ils étaient allés plusieurs fois à l'aéroport pour observer le décollage des avions, afin de comprendre si une personne pouvait tenir dans le compartiment du train d'atterrissage. Il se rappelait comment, 1 heure plus tôt, ils avaient pédalé à travers leur ville natale en direction de l'aéroport. Ces souvenirs furent les derniers qu'Armando conserva de son vol. Tout le reste du temps dans l'avion, il passa inconscient, à des milliers de kilomètres au-dessus de l'Atlantique. Le personnel médical de l'hôpital de Madrid surnomma l'étrange patient Glaçon. Les médecins supposèrent qu'à haute altitude, Armando avait subi un état de congélation profonde. Tous les processus de son organisme s'étaient mis en pause, et lors de la descente de l'avion, son corps avait progressivement décongelé, relançant ainsi ses fonctions vitales. Cependant, ce n'était qu'une hypothèse. Personne ne pouvait fournir d'explication précise à ce qui s'était passé. Le mot « miracle » apparaissait de manière suspecte dans les conjectures des experts. Pour les médecins, c'était un miracle médical, tandis que pour les techniciens en aviation, c'était un miracle technique. Ne pas être écrasé par le train d'atterrissage et ne pas tomber du compartiment lors de l'atterrissage, tout en étant inconscient, représentait une chance d'environ 1 sur 1 million. À ce moment-là, personne ne pouvait imaginer quelles conséquences ce miracle aurait pour Armando Ramirez lui-même. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis. La médecine et les technologies ont fait de grands progrès, mais un cas comme celui d'Armando Ramirez est toujours perçu comme un véritable miracle. Les médecins n'ont toujours pas d'explication définitive sur la façon dont cela a pu se produire. Il s'est avéré qu'Armando n'était pas le seul dans l'histoire de l'aviation à avoir survécu à un vol dans le compartiment du train d'atterrissage. De tels cas étaient extrêmement rares, mais ils existaient néanmoins, ce qui signifie qu'il est possible d'essayer de trouver certaines régularités entre eux. Regardons les statistiques. Tout au long de l'histoire de l'aviation, il n'y a pas eu tant de personnes
qui ont osé voyager de cette manière extrême. Le compartiment du train d'atterrissage n'est pas un trolleybus dans lequel on peut facilement entrer sans ticket. La première tentative enregistrée d'une personne d'utiliser un avion de cette manière remonte à 1947. Depuis lors, on ne compte que 128 cas similaires dans le monde, dont 80% se sont soldés par des tragédies. Cependant, les autres fugitifs ont tout de même survécu. Comment ont-ils réussi à réaliser un tel tour? Pour répondre à cette question, il faudra se rendre là où se croisent la physique et la médecine, un endroit peu accueillant pour un humaniste. Nous avons déjà décrit ce qui se passe avec le corps humain, à une altitude de 10 km. Il y fait un froid glacial et il n'y a pratiquement pas d'oxygène. Même ces deux facteurs suffisent, dans la plupart des cas, à entraîner la mort. Après tout, personne ne grimpe dans le compartiment du train d'atterrissage avec un manteau chaud et une bouteille d'oxygène. Et de toute façon, tout cela ne tiendrait pas là-dedans. Alors, que peut-il se passer avec l'organisme dans de telles conditions? Selon les médecins, le facteur clé est la chute brutale de la température corporelle à environ 27 degrés Celsius et en dessous, alors que la norme est de 36-37 degrés Celsius. Cette différence est critique pour le fonctionnement du corps. À ce moment-là, le corps entre en fait en hibernation. L'activité de tous les systèmes vitaux ralentit considérablement, ne conservant que les fonctions les plus essentielles. Le pouls chute à un minimum absolu, et les besoins de l'organisme en énergie et en oxygène diminuent tout aussi rapidement. En conséquence, certaines personnes parviennent à ne pas mourir, même avec un volume d'oxygène incompatible avec la vie dans des conditions normales. Cette théorie est confirmée par un cas remarquable survenu en 2011. Il ne s'est pas produit dans les airs, mais sur l'eau, bien que la logique soit similaire. Un groupe d'écoliers danois, accompagnés de leurs enseignants, était en excursion pour faire du kayak dans les fjords. Soudain, le bateau a chaviré et la plupart des personnes ont passé presque 2 heures dans l'eau froide en attendant de l'aide. La température de l'eau était d'environ 2 degrés sous une certaine pression. L'eau de mer salée peut rester liquide même à des températures négatives. Lorsque les adolescents gelés ont été sortis de l'eau, la température corporelle de la plupart d'entre eux était inférieure à 19 degrés chauds, et leur cœur ne battait plus. Ils étaient en fait morts. À l'hôpital, ils ont été progressivement réchauffés. Leur organisme a été oxygéné et d'autres procédures de réanimation ont été effectuées. Au final, la plupart des jeunes ont survécu et sont revenus à une vie normale. Oui, en raison de lésions cérébrales, leurs capacités cognitives ont légèrement souffert. Leurs performances scolaires étaient un peu inférieures à celles d'avant l'incident. Mais même avec cette réserve, nous sommes face à un événement incroyable, un véritable miracle, encore inexpliqué par la science. Il s'avère que tous ces scénarios de films hollywoodiens, où des personnes sont congelées, puis reviennent à la vie, ne sont pas si fantastiques que cela. Nous pouvons dire avec certitude, tous ceux qui ont réussi à survivre lors de telles évasions dans le compartiment du train d'atterrissage sont des privilégiés du destin, et Armando Ramirez a eu 2 fois plus de chance. Si l'on examine attentivement la liste de tels épisodes tout au long de l'histoire, il est frappant de constater que le pourcentage le plus élevé de survivants concerne les tout premiers cas, jusqu'aux années 60. La logique est claire. À cette époque, les avions volaient beaucoup plus bas et la durée des vols était bien plus courte. Par conséquent, le risque potentiel de mourir d'hypothermie
ou de manque d'oxygène était moindre. Cependant, l'avion dans lequel volait Armando a atteint presque 8 km d'altitude et le vol a duré environ 10 heures. Un autre facteur chanceux est l'âge. La grande majorité des passagers clandestins dans le train d'atterrissage qui ont réussi à survivre avaient environ 20 ans ou moins. L'exemple des écoliers danois confirme cette tendance. Il semble qu'un organisme jeune ait plus de chances de se rétablir après une telle congélation, bien qu'il ne soit pas exclu que cela ne soit qu'une erreur statistique. D'ailleurs, l'âge moyen des 128 courageux en question est également très bas. Les personnes plus âgées préfèrent voyager dans le confort. Bien sûr, tout le monde veut savoir comment s'est déroulée la suite de la vie d'Armando Ramirez. Il est temps d'en parler. À la surprise des médecins de l'hôpital de Madrid, leur patient s'est rétabli assez rapidement. Au cours du premier mois, il n'a cependant rien entendu, mais ensuite, son audition est revenue. 52 jours après l'incident, Armando est sorti de l'hôpital en parfaite santé. Par la suite, Armando a déménagé en Amérique. En 2021, à l'âge de 69 ans, il a accordé une interview et a déclaré qu'il menait une vie heureuse. Il a 4 enfants et 12 petits-enfants, et sa santé est tout à fait bonne. Il semble que son audacieuse évasion n'ait eu aucune conséquence sérieuse pour lui. De plus, aux États-Unis, Armando a travaillé pendant plus de 10 ans comme pompier, une profession qui impose des exigences très élevées en matière de santé. Quoi que disent les médecins, Armando est convaincu. L'histoire de son sauvetage est un véritable miracle à 100%. Et la situation à Cuba a-t-elle changé depuis lors? Pas vraiment. Malgré la mort de Fidel Castro, Cuba reste un pays très pauvre, avec une pénurie constante de nourriture et de biens essentiels, une propagande d'État et un Internet déplorable, voire totalement inexistant. L'un des slogans les plus connus de Fidel était « Patria o muerte », ce qui se traduit en espagnol par « patrie ou mort ». Au cours des 50 dernières années, un nombre énorme de Cubains a préféré fuir et même risquer la mort plutôt que de vivre dans leur pays d'origine. L'histoire d'Armando Ramirez ressemble vraiment à un miracle. De grands événements historiques, des lois de la physique, l'anatomie, la médecine et de nombreux autres facteurs se sont tous réunis en un seul point, en un seul moment, dans le destin d'un homme. 50 ans après sa fuite, dans une interview, Armando a déclaré que, même en connaissant tous les risques, il aurait quand même agi de la même manière, car la liberté est plus forte que la peur.